Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous êtes sûrement anxieux, vous êtes en train de penser aux fêtes de fin d'année, vous vous dites qu'est-ce que je vais vraiment offrir cette année à tous mes proches. J'ai une bonne réponse pour vous parce qu'au téléphone, j'ai Stéphanie Werner du Musée canadien de l'histoire. Allô Stéphanie? Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors, ça va bien, merci. Tu es avec nous pour nous parler de quelque chose de très intéressant qui s'en vient de votre côté, hein? Oui, en fait, c'est la 9e édition cette année du traditionnel marché de Noël au Musée canadien de l'histoire. Donc, ça débute ce jeudi, le 29 novembre, et on aura au-delà de 80 exposants et artistes locaux qui seront là dans la grande galerie pour vous faire découvrir leurs produits et leurs objets de confection artisanale unique. Donc, je vous suggère fortement d'amener votre liste de cadeaux parce que c'est certain que vous allez dénicher quelque chose d'intéressant. Mais les artisans, c'est dans quel domaine? Qu'est-ce qu'ils font? De la sculpture? C'est quoi? Effectivement, il y a plusieurs domaines. En fait, on a de la menuiserie, on a des objets en verre, on a des produits gourmets, donc tout ce qui est alcool fin, fromage, pain. On a des bijoux originaux, on a des accessoires de mode. Et en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a même des jouets pour les enfants. Donc, il faut vraiment venir faire un tour pour voir et découvrir ces artisans-là. Je savais qu'il y avait, parce qu'on a reçu, je crois, il y a 2 semaines, une de vos exposantes. Elle est de l'atelier Falbala, qui fait des bijoux avec plein de jolies choses, en tout cas. Et puis, elle m'a dit qu'elle allait exposer là-bas, mais je savais pas qu'il y avait une multitude de choix comme ça. Ah oui. Et d'ailleurs, j'invite les gens à visiter notre site web musédelhistoire.ca. La liste des exposants cette année est disponible en ligne. Donc, si vous voulez voir qui sera là avant de vous rendre, la liste complète est disponible. Alors, ce marché de Noël, tu as dit qu'il commence ce vendredi ou ce jeudi? Ce jeudi, à compter de 11h. OK. Et ça va se terminer le 2 décembre à 17h. Donc, je rappelle que l'entrée est gratuite pour tout le monde. Alors, et que le marché a lieu dans la grande galerie du musée. D'accord. Donc, jeudi, vendredi, je pense qu'il y a des heures spécifiques. Donc, j'ai ça devant moi de 11h à 20h, c'est bien ça? Oui. Et le samedi et le dimanche, il y a des heures qui changent. Oui, on ouvre plutôt les portes pour accueillir tout le monde. Comme c'est le week-end, les gens sont disponibles le matin. Donc, on ouvre à compter de 9h30. OK. Mais en plus de ce marché de Noël qui s'en vient, vous nous embarquez dans la magie de Noël avec quelque chose, hein? Nous autres, on adore Noël au musée. Cette année, on invite les gens, encore une fois, c'est la 3e année, à être des nôtres pour l'illumination de notre arbre de Noël. Est-ce qu'il est grand? Moi, je ne l'ai jamais vu. Il est très grand. La première année, c'était en 2016 et c'était dans la foulée des préparatifs pour le 150e anniversaire. Donc, on avait le plus grand de la région, plus grand sapin extérieur de la région. Cette année, on est parmi les plus grands. On n'a pas pris les mesures exactes des autres sapins, mais on est quand même parmi les plus grands encore. Magnifique. Je le vois ici à l'écran, il est magnifique. Alors, l'illumination se fera ce jeudi aussi? Ce jeudi, à compter de 18h. Encore une fois, c'est gratuit. Bien sûr, c'est à l'extérieur du musée. On attend les gens avec des chants de Noël qui seront interprétés par la chorale 7e et 8e année du Centre d'excellence artistique de l'Ontario, de l'école secondaire La Salle. Et on va offrir des chocolats chauds pour nous réchauffer et des petites bouchées de queue de castor. Gratuitement. Ça, il faut vraiment le dire gratuitement. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça me fait plaisir. On vous attend ce week-end au musée. Je pense que je serai là. Je serai là. Je vais te chercher quelque part, en tout cas. Ça me ferait plaisir de vous accueillir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, moi, je vous invite vivement à faire un tour au Musée canadien de l'histoire. Vous avez vu le sapin, quoi de plus beau pour s'embarquer dans la magie de Noël. Donc, ce jeudi, 29, il y aura l'illumination du grand sapin de Noël. Vous aurez du chocolat chaud, vous aurez des queues de castor gratuitement. Et puis, vous allez entendre de beaux chants de Noël. Tout ça pour vous préparer à la fête de Noël, bien évidemment, et aussi aux fêtes de fin d'année. Ensuite de ça, il y a le marché de Noël qui s'ouvre avec eux, comme on vient de le mentionner. N'oubliez pas, il y a plein d'artisans dans
dans la région. Donc, vos carnets cadeaux, vous faites la liste de tous les noms que vous avez, à qui vous avez envie d'offrir quelque chose. Et puis, vous en allez là-bas au Musée canadien de l'histoire. Et puis, vous allez avoir accès à tout ce qui sont là, là-bas. Je parle des artisans, bien évidemment. Et puis, vous allez vous prendre des cadeaux. Alors, moi, je vais continuer à vous donner des informations concernant tout ce qui se passe dans la région. On a parlé avec le Musée canadien de l'histoire, mais là aussi, il y a le Centre national des arts qui eux aussi embarquent dans la magie de Noël avec une programmation assez intéressante. Et là, maintenant, moi, je vais vous donner les différents spectacles que moi, j'ai retenus juste pour vous parce que ça s'en vient bientôt. Donc, du 28 novembre au 2 décembre, il y a le spectacle Casse-Noisette. Donc, vous pouvez visiter le site web du CNA pour avoir toutes les informations, mais aussi pour prendre vos tickets. Du 5 au 23 décembre, il y aura la comédie musicale de Hockey Sweater. Donc, pour toute information, vous pouvez aussi aller directement sur le site web du CNA. Et pour finir, les amoureux de jazz, vous serez servis parce qu'il y aura un concert avec le légendaire Byron Stripling. Excusez-moi. Donc, le Byron Stripling sera là avec vous. Donc, visitez le site web et puis vous allez prendre vos tickets, participer à ce beau moment. On prend une toute petite pause et juste après la pause, une heure bien chargée nous attend. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Cette semaine à Nathan parle, Sophie Martel nous propose d'aller dans la garde-robe de notre chum pour s'habiller et Anne Donovan nous parle d'idées géniales à travers le monde pour notre environnement. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avoir un nouveau-né à la maison peut être une tâche assez colossale. Hein? Puis avec moi, j'ai Laurence Sorba, qui est sage-femme à l'hôpital Montfort. Et avec vous, on va parler de nouveau-né, de naissance, des points post-nataux, pardon. Et déjà, je veux juste mettre ça en contexte. J'ai dit tout à l'heure qu'avoir un nouveau-né à la maison, c'est une tâche colossale. Hein? C'est une grosse transition, oui. Comme souvent, on s'aperçoit que les couples vont très bien se préparer pour l'accouchement, etc. Mais ça peut être comme une grosse surprise d'avoir cet être-là qui est comme celui-là qui est arrivé, qui ne fait pas que pleurer, mais qui est juste comme nouveau dans votre vie. Et puis, alors, c'est ça, ça prend une période de transition. Il faut se donner du temps, puis il faut accepter que tout ne va pas être parfait. Alors, c'est ça. Donc, oui, ça peut être une grosse transition. Et puis vous, c'est sage-femme depuis combien de temps? Moi, ça fait 6 ans maintenant que je suis sage-femme. Puis j'étais infirmière pendant, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine d'aider les parents, les familles, justement dans ce moment de merveilleux, magique d'avoir un nouveau-né, puis dans la transition, oui. Et puis ma mère avait vraiment voulu que je le dise. Coucou maman, j'ai ta collègue qui est avec moi parce que ma mère aussi est sage-femme. Très bon choix de carrière. Elle a dit, elle est sage-femme puéricultrice. Donc je sais pas qu'est-ce que... Oui, c'est comme une spécialisation pour vraiment se dédier à cette période-là, justement. D'accord. Donc vous êtes là aujourd'hui, on va parler avec vous des programmes post-nataux. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Alors c'est vraiment le post-natal, les programmes post-nataux, c'est la période du moment où justement la maman met au monde son bébé. Okay. Et la transition pour dépendance et des programmes, ça peut aller jusqu'à 6 semaines postpartum. Il y a ensuite
suivi postpartum, aussi bien pour les femmes que pour les bébés, intense au début. Avec un médecin? Oui, alors il y a plusieurs options. Donc, actuellement et en Ontario, les femmes ont le choix d'avoir des soins de sage-femme. Okay. Donc, durant la grossesse, à l'accouchement, puis 6 semaines postpartum. Et puis, elles ont le choix d'aller avec des médecins de famille accoucheurs. Oui. Donc, les médecins de famille vont les suivre pendant la grossesse également, au moment de l'accouchement. Et puis, ils vont voir le bébé ensuite, et puis la maman à 6 semaines postpartum. Okay. Et puis, les obstétriciens. Alors, les obstétriciens, la même chose, font le suivi pendant toute la grossesse, vont être présents au moment de l'accouchement. Puis après ça, quand on est suivi par un obstétricien, c'est le pédiatre qui prend le relais. L'obstétricien, c'est quoi son rôle? Parce que j'ai toujours du mal avec ce mot. L'obstétricien, c'est vraiment le médecin spécialisé de l'obstétrique. Et l'obstétrique, c'est vraiment le suivi de la femme enceinte et l'accouchement et la période de 6 semaines postpartum. Alors, c'est vraiment les spécialistes. Oui. Donc, alors, c'est ça. Et quand on est suivi, quand les femmes qui sont suivies par un obstétricien, au moment de l'accouchement, l'obstétricien va rester en charge de la femme. Oui. Et le pédiatre va rentrer, va prendre un rôle au niveau du suivi du bébé. Parfois, il y a des interventions, des rencontres qui sont faites entre les pédiatres et les futurs parents s'il y a un besoin particulier pour le bébé à prendre en charge après l'accouchement. Alors, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire. Quand on accouche à l'hôpital, il y a les infirmières des soins postpartum et d'accouchement qui sont là pour donner du support et faire de l'enseignement, etc. Il y a aussi beaucoup de programmes à Ottawa. On est chanceux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des donner du support pour dans la communauté, pour les nouvelles mamans. Oui. Mais puis là, c'est pour ça, nous, on a voulu offrir une nouvelle option de soins pour les femmes dans cette période justement postnatale, pour avoir une autre option, pour offrir quelque chose de plus personnalisé et offrir la possibilité aux femmes de rester à la maison la première semaine. Et nous, en fait, on se déplace pour leur offrir les soins à la maison. Donc, elles n'ont pas besoin de se déplacer avec un nouveau-né en n'ayant pas forcément dormi la nuit, etc. Oui, pour aller à leurs rendez-vous médicaux ou pour aller à un besoin de suivi pour l'allaitement maternel ou des conseils. Nous, vraiment, le rôle qu'on a voulu offrir, c'est nous, on vient les voir. Elles sortent de l'hôpital. Donc, elles accouchent à l'hôpital avec leur médecin de famille, avec leur obstétricien. Les pédiatres et les médecins de famille évaluent le bébé, les obstétriciens, médecins de famille évaluent la maman. Et si elle rencontre, si on sait que c'est sécuritaire pour elle de retourner à la maison dans la première journée après l'accouchement. Dans la première journée? Oui. Oui. Moi, je paniquerais trop parce que dans les temps, pas les temps plus anciens, mais même encore, il y a des mamans qui préfèrent rester à l'hôpital comme peut-être une semaine ou... Alors, les femmes ne restent plus une semaine à l'hôpital. C'est plus du tout la réalité c'est qu'il y avait un problème alors. Peut-être que j'ai une amie qui est restée une semaine. Oui, c'est ça. S'il y a des complications, c'est sûr. Mais la majorité du temps, les familles vont rester entre... 48 heures? Oui, un peu moins de 48 heures, 36-48 heures. Et puis, donc, elles vont rentrer chez eux. Puis, après ça, il va y avoir un rendez-vous avec le médecin de famille pour le nouveau-né 2 jours après. D'accord. Pour s'assurer que le bébé va bien, que le bébé reprend son poids, etc. Et puis, la maman va souvent avoir un suivi dans les semaines qui suivent l'accouchement. Puis le programme, vraiment, l'idée, c'est que on s'est aperçu, il y a eu un gros sondage qui a été fait auprès des femmes par rapport à leur expérience, justement, de postpartum, du postnatal à la maison. Puis, donc, ça a été fait dans tout l'Ontario avec le programme des soins régionaux mère et enfant. Et le sondage a montré en 2017 que beaucoup des familles, des femmes se sentaient comme démunies, en manque de conseils, en manque de pas savoir. Oui, et puis oui, il y a beaucoup de choses qui existent dans la communauté, mais de savoir où est-ce qu'il faut aller. C'est ça, encore une fois, l'idée de juste se dire, OK, il faut que je me déplace pour aller là-bas. Donc, beaucoup de femmes ont témoigné qu'elles auraient aimé avoir un support différent. D'accord. Alors, suite à ça... ce programme est né.
C'est ça. On a fait la proposition au ministère de la Santé en collaboration avec l'hôpital Montfort pour offrir en fait des soins de sage-femme qu'on a l'habitude de donner. Mais maintenant, l'idée vraiment, c'est que toutes les femmes qui accouchent à l'hôpital Montfort peuvent avoir l'option, parce que c'est un choix, c'est absolument pas une obligation. C'est un choix que la famille va faire de, oui, en effet, quitter plutôt l'hôpital, mais je dirais qu'en même temps, il faut qu'elle le quitte à un moment donné. Donc, moi, je vais paniquer, je vais m'accrocher à la salle. Alors, mais l'idée, c'est que vraiment, justement, elles rentrent à la maison et elles vont avoir les soins de sage-femme à la maison. Donc, dès le lendemain, on a un pager, donc on leur donne vraiment tous les conseils, comme s'il arrive ça, il y a la moindre inquiétude, on est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'allais demander, parce que là, oui, et le lendemain matin, on se présente chez elle et on va faire une évaluation clinique de la maman, du nouveau-né et répondre à toutes leurs questions qu'ils peuvent avoir. Puis on va offrir ces soins-là pendant une semaine. Donc, pendant toute la première semaine postnatale, on est disponible et on va venir les voir plusieurs fois à la maison pour continuer à donner du suivi pendant toute cette semaine. OK. Moi, je veux juste savoir, est-ce que avant de quitter l'hôpital dans les 24 heures qui suivent l'accouchement, est-ce que vous, les sages-femmes si j'ai opté par exemple pour le programme postnatal, est-ce que la sage-femme qui va me suivre, je la rencontre à l'hôpital ou c'est... Non. Alors, il y a un autre volet important qu'on a mis en place aussi avec l'hôpital Montfort. C'est qu'on donne des sessions d'information prénatale. Donc, pendant la grossesse, à toutes les semaines, on a des sessions d'information données au Montfort, à l'hôpital Montfort. Donc, les couples se présentent et là, on va parler de c'est quoi justement avoir un bébé à la maison, la transition, à quoi s'attendre, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. C'est ça. Et puis, on parle de l'allaitement maternel aussi, c'est quoi les attentes, etc. Et puis, on parle du programme. Alors, la plupart des femmes vont nous rencontrer à ce moment-là. Mais après ça, c'est vraiment... Les femmes sont suivies par leur médecin de famille, par leur obstétricien et en collaboration avec l'équipe pédiatrique, c'est vraiment eux qui vont s'assurer que maman et bébé sont des bons candidats pour justement pouvoir quitter l'hôpital avant le temps habituel, que c'est sécuritaire pour les deux, et puis d'avoir justement les soins de sage-femme qui viennent ensuite. Moi, ça me plaît d'entendre dire que voilà, vous êtes disponible 24 heures sur 24 parce que donc vous êtes beaucoup dans votre équipe. On est 2 sages-femmes pour l'instant. C'est un nouveau projet. Alors c'est ça. C'est déjà arrivé que vous ayez eu des urgences comme en pleine nuit, je panique, mon bébé il fait telle affaire ou... Surprenamment non. En fin de journée, souvent on va faire dépendant à quelle heure la femme a quitté l'hôpital, on va faire un appel en fin de journée parce qu'on sait souvent que les bébés vont se réveiller beaucoup plus en fin de journée et la nuit. Je l'avais dit. Alors on revoit vraiment avec eux à quoi s'attendre. Vraiment, l'idée du programme, c'est... il y a énormément d'informations à recevoir quand on vient d'avoir un nouveau-né. Et quand on vient d'accoucher, on n'a pas forcément le cerveau qui est aussi comme pré-réceptif pour recevoir énormément d'informations en 48 heures. Alors, l'idée aussi du programme, c'est vraiment de donner l'information nécessaire à un temps donné et de répéter l'information sur une semaine. Exactement. Il est fatigué, je suppose. Exactement. Puis d'aller vraiment avec les besoins personnalisés de la famille. Parce qu'il y a des conseils qu'une famille va prendre tout de suite, puis ça va très bien aller. Il y a une autre famille où ça va prendre plus de temps, où ce qui s'est passé aujourd'hui va être différent de ce qui se passe demain, parce que c'est ça la vie avec un nouveau-né, c'est vraiment au jour le jour. Alors l'idée, c'est de vraiment justement leur donner des conseils, les supporter, les encourager à passer à travers cette transition, puis que tout ira bien de toute manière, et de se faire confiance en tant que parent, parce que c'est ça aussi qu'on développe quand on a un nouveau-né. Merci beaucoup, je suis beaucoup plus sécure là. Je suis prête à faire mon bébé. Bon, d'accord. Et puis on vous voit on vient vous visiter. Oui, dans 2 ans. D'accord, très bien. Alors, si vous êtes intéressé par ce programme, moi j'ai juste fait une recherche sur l'hôpital Montfort, je l'ai trouvé tout juste. Donc, programme post-nataux, programme de soins post-nataux, vous pouvez le trouver sur le site web qui s'affiche à l'écran. On prend une toute petite pause et juste après la pause, si vous avez peur du patinage ou que vous avez envie de savoir les nouvelles dates d'ouverture pour la nouvelle saison, on vous en parle. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux. Les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques, on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. C'est le plus beau des cadeaux. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec Monsieur David. Puis là, on parlait de bébé. Avec vous, vous êtes du CCN, et puis avec vous, on va parler du canal Rideau. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont impatients là, pour patiner. Hein? Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, d'entrée de jeu, tantôt, vous parliez de Noël, puis de faire des cadeaux, puis ainsi de suite. Alors, je m'adresse à vos proches qui pourraient possiblement penser à vous offrir une paire de patins. Ça serait génial. Bon, on vous accueillerait sur la patinoire. On s'est dit avant l'émission que moi, j'étais une grosse peureuse. Donc, vous me lancez? Oui. OK, d'accord, je vais essayer. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'histoire du canal Rideau? Parce que moi-même, je ne suis pas d'ici. Ça me tente très bien de savoir comment c'est né tout ça. D'accord. Le canal Rideau, ça relie la ville d'Ottawa à Kingston. C'est un corridor ou une voie navigable qui a 202 km. Puis à l'époque, sous le colonel John Bay, il a créé cette voie navigable-là. Dans le fond, c'était pour se prémunir d'une invasion américaine, puis relier à ce moment-là par voie navigable Montréal à Kingston. C'est comme ça que ça a commencé, cette construction-là. Puis avec le temps, un ancien président de la Commission de la capitale nationale, M. Douglas Fulton, a eu l'idée d'offrir une offre de service en patin sur ce canal-là. Et puis, il a demandé à certains de ses employés de pelleter à la main un certain nombre de kilomètres, un corridor. Okay. Et puis, c'est devenu tellement populaire de fil en aiguille que maintenant, on ouvre 7,8 kilomètres annuellement. Et cette année, c'est notre 49e édition. Wow! Et puis, ça fait 49 ans. Donc, au fil du temps, ça a dû évoluer au fur et à mesure. Hein? Comment ça a évolué depuis ce temps? Absolument. Là, de l'époque des pelles, là, il y a eu certains... Là, exactement. Puis la glace gelait de façon naturelle. Puis avec le temps, là, ils ont utilisé des pompes, des roses, des tracteurs, des camions avec des grattes pour déblayer la neige. Wow. Jusqu'à aujourd'hui, où maintenant, on est un peu plus sophistiqué. Ce que je dois dire dans l'évolution également, il y a eu toutes sortes d'activités là, très populaires, puis de masse. Quelle sorte d'activités? Au Lac d'Or, par exemple, il y a eu toutes sortes de courses, soit en patin, avec des serveurs. Il y a eu des spectacles. Très populaire. Il y a eu des courses de patin aussi, des triathlons, ce genre de choses-là. Et puis en 2005, la CCN a eu le record Guinness pour la plus grande patinoire au monde. Wow! Et puis, alors, c'est un titre à ce jour qu'on a encore conservé. Et puis, alors, vraiment, cette patinoire-là, c'est une icône dans la capitale du Canada. À un point tel que il y a beaucoup de gens qui viennent dans la capitale pour justement expérimenter ça. Est-ce que vous avez des gens qui viennent de l'extérieur souvent? Ou... Oui. Je rencontre des gens de l'Allemagne, de la Yougoslavie, du Canada, de Vancouver, ainsi de suite. Ça vous met beaucoup de pression hein, pour donner du meilleur à chaque fois, à chaque saison. C'est extraordinaire de voir ces sourires-là, puis le monde expérimenter cette patinoire-là, naturelle d'ailleurs, parce qu'elle flotte.
c'est pas sur du terrain dur. Alors c'est une belle expérience naturelle au cœur de la capitale, entourée d'institutions nationales. Je veux dire, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on voit présentement, là? Bon, ça, justement, on a fait ça là quelques semaines. On est en train d'installer les chalets et les salles de bain dans le canal. Il y en a 7 à installer. Wow. Et puis... sur tout l'alignement que vous avez dit, là? Sur tout l'alignement, sur les 7,8 km. Alors, à certains endroits, Rideau, à Bronson, au Lac d'Or, pas au Lac d'Or, mais à la 5e Avenue. Et puis, exceptionnellement, cette année, à Concorde, ça ne sera pas installé. Parc Canada est en train de réparer le mur. D'accord. À Concorde, ça ne sera pas là cette année. Et puis, voici maintenant les opérations d'aujourd'hui. C'est des pompes qu'ils utilisent. Il y en a une dizaine. Et puis, ils sont en train de l'affaire, là, qu'il a? Qu'est-ce qui sort? C'est de l'eau? Ou... C'est de l'eau d'en dessous du canal. Ils creusent un trou. Ils mettent le tuyau à l'intérieur. Oui. Ils partent la pompe. Puis ça, là, ça pompe 35 000 gallons à l'heure pour arroser. Puis là, on éponge toute la neige, lorsqu'il y a de la neige. Sinon, on arrose la patinoire pour accélérer l'épaisseur de la glace. Wow. Pour nous permettre d'ouvrir le plus tôt possible au grand public pour qu'ils puissent venir avoir une expérience de patin. Ici. Dans le cadre de nos opérations, mais aujourd'hui, à l'époque, ça n'existait pas, mais ça, c'est un grand balai qui a à peu près 14 pieds de large et puis muni d'une très grande gratte aussi à côté. Alors, lorsqu'il ne gratte pas, on gratte en premier coup, mais ensuite, on passe le balai pour vraiment enlever toutes les petites couches de neige, les petites... Pour les rendre un peu plus lisses? Bien, plus lisse, mais aussi pour nous permettre d'arroser par la suite. Parce que la couche finale pour faire une belle glace, comme dans une aréna, si vous voulez, avec cet instrument-là, qui... Ça a l'air d'une Zamboni, mais le propriétaire, le concepteur de ça l'appelle le Foster. OK. Et puis, lui aussi, il a un grand réservoir, je ne me souviens plus combien de litres, il pompe ça d'en dessous, met ça dans le réservoir. Puis, vous voyez l'aile, là, à la droite? Puis il ajoute? Ça a 30 pieds de chaque côté. Puis c'est comme ça qu'il met une mince couche de glace qui gèle quasiment instantanément. Puis vous voyez, c'est reluisant un peu, là. Oui. Ça, lorsqu'on voyait cette machine-là, on est en train de fabriquer les dernières couches là, pour permettre une belle glisse puis que les gens aient du plaisir. Moi, juste une question de novice, là, avec Dame Météo qui nous fait des surprises, en tout cas qui se lève le matin, où elle nous apporte du beau temps et d'autres jours. Comment vous arrivez à jongler entre ces deux? Bien, c'est un défi, parce on s'en cachera pas. Il a plu, je crois, en début de semaine. Là. Oui. Bon, c'est certain qu'en v'là 2 semaines, c'est excitant de voir les températures. Oui. Puis cette semaine, ça l'est moins. Mais si on regarde vers la mi-décembre, puis on se projette un petit peu dans le temps, 2-3 semaines par la suite, il semble se présenter des conditions idéales pour fabriquer de la glace. Parce que jusqu'à tout dernièrement, on avait quelques centimètres d'épaisseur qui étaient prometteurs, mais bon, règle générale, on ouvre en début janvier, alors il y a encore un petit peu de temps. D'accord. Mais pour ceux qui veulent s'amuser en famille pour essayer de deviner l'ouverture, ça peut devenir un jeu intéressant. Combien de centimètres dont vous avez besoin pour ça? De neige? 30 cm. Oh. 30 cm d'épaisseur de glace, c'est l'épaisseur jugée sécuritaire pour mettre nos camions, la pesanteur là-dessus, puis inviter les gens à venir. OK, d'accord. On prend une toute petite pause? D'accord, si vous le désirez. Juste après la pause, on va parler, vous allez être étonnés, on va parler des types de glace qu'il faut pour la patinoire. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. générosité à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle baby, c'est que pour moi tu symbolises la
restaurer sur le chemin du bonheur. Nouvelle destinée et ça en ton honneur. So à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état. Avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes. Pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, et De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Là, on parle de la patinoire du Canal Rideau qui ouvre bientôt. Et puis, on avait parlé de tout ce qui est de l'histoire au début, dans le premier bloc. Puis là, maintenant, on va vraiment parler spécifiquement de comment vous travaillez pour nous accueillir bientôt. Les types de glace. Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne savais pas qu'il y avait différents types de glace. Ben oui, principalement 2 types. Il y a la glace claire. Il y en a qui disent qu'elle est bleue, transparente. Puis il y a une glace blanche. Faire la distinction entre les deux, c'est la glace claire, c'est qu'elle se construit naturellement. Et puis ça, on va y revenir. Regarde ici, en bas. Ça, c'est la glace claire? La glace claire. Fait que ça, c'est naturel. Là, c'est de l'eau qui s'accumule puis qui gèle. Un peu comme on la met au congélateur, comme pour avoir des glaçons. Okay. Oui. Le blanc en haut, mais je parlais tantôt l'effet des pompes lorsqu'on on imbibait de la neige. Parce que s'il neige, ça nous permet de construire l'épaisseur nécessaire le plus rapidement possible que d'attendre que ça le fasse de façon naturelle. Et puis, cette belle glace-là, si vous regardez, il y a différents types. Différentes formes. Ce qu'on cherche là-dedans, c'est qu'elle soit bien compactée, qu'il n'y ait pas de bulles ou d'espace d'air. Puis c'est bien compacté, là, mais puis un bon 30 cm ou 12 pouces, c'est là que c'est tout à fait sécuritaire. Et puis je te rassure, il n'y a aucun moyen que tu puisses passer au travers. Parce que c'est ça qui me faisait peur, je vous ai dit tantôt, parce que j'ai toujours l'impression que ça va comme descendre là. OK, donc pour la patinoire, c'est vraiment de la glace claire dont on a besoin. Oui, le mélange des deux, c'est très bien. Claire on et a fait blanche. des tests, oui, claire ou blanche. Puis la photo précédente, c'est un collègue de travail, un arpenteur géomètre, qu'on voyait. Lui, il était en train de prendre une carotte. Fait qu'il y avait un virevoltant. C'est l'affaire là qui s'appelle la carotte, OK? Exactement. Puis lui, il nous sort un échantillon de glace. Notre comité de sécurité qui analyse la qualité de la glace, il y a toutes sortes de facteurs qu'on prend en ligne de compte. Mais essentiellement, lui, quand il nous amène des carottes à différents endroits de la patinoire, le comité de sécurité, on analyse le type de glace, la température qui s'en vient, les opérations, et ainsi de suite. C'est là qu'on détermine si on ouvre la patinoire en début de saison ou pendant la saison, s'il y a un redout qui vient, est-ce qu'on ferme une section ou on prend des mesures d'atténuation ou on reste ouvert. Et le signe le plus avant-coureur pour les gens de regarder le long du canal, s'ils voient un drapeau vert... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent venir patiner en toute sécurité, ce drapeau-là, justement. S'il est rouge, la patinoire est fermée ou cette section-là est fermée. OK, cette section est fermée. Donc vert, mais il n'y a pas d'autres couleurs? Donc vert et rouge, juste le vert et rouge. Vert, tout va bien. On passe le feu ou on arrête. Super. À part, OK, on a parlé des conditions sécuritaires, le fait de chercher la glace pour savoir comment est-ce qu'elle est formée. Il y a d'autres conditions que vous réunissez pour pouvoir faire sûr que tout va bien, tout est OK? Bien, il y a la glisse. On porte beaucoup attention sur la surface, les premiers pouces. Si la glace, elle est molle, c'est pas une expérience intéressante. D'ailleurs, les gens peuvent peut-être plus s'enfarger. Alors, c'est seulement, on travaille fort sur les dernières couches pour qu'elles soient vraiment jolies, puis aussi bien nettoyées. Puis par la suite, bien là, il y a tous les autres services qui nous entourent au niveau là, des salles de bain qu'on parlait, du vestiaire, d'un aire de service où il y a une offre de nourriture également. Il y a ça, c'est de part et d'autre, hein? Oui, sur tout l'alignement? Surtout l'alignement à des points en moyenne aux 2 km à peu près de ces aires de service-là. Il y a des foyers de feu aussi pour se réchauffer. Et ça c'est quoi? C'est pas la balle de neige. C'est les bateaux dragons sur glace qui ont innové.
la Chine. D'ailleurs, c'est des bateaux qui viennent de la Chine. C'est dans le cadre du bal de neige. Cette activité-là a vu le jour l'an dernier, ou il y a 2 ans, je pense. Puis, à ce qu'on m'informe, ça va revenir cette année. Ça fait combien de fois que c'est la deuxième année? Je crois que c'est la deuxième, si je ne me trompe pas. Ou peut-être la troisième, bref, 2, 3. Puis, c'est des bateaux, là, comme Bateau Dragon à Moonies Bay, l'été. Mais là, c'est sur glace. Et puis, le bâton, l'aviron est adapté. Puis, ils ont une certaine longueur pour faire la compétition. D'accord. Alors, pour nous autres comme moi, qui sommes assez anxieux, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je sais que vous avez essayé de me rassurer, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore de plus? Il y a des gens qui préfèrent se munir d'un casque, peut-être des protecteurs au niveau des coudes. Il y en a d'autres, puis les genoux, oui. C'est comme les patins à roulettes quand on les a, quand on est tout petit. Moi, c'est ce que j'avais. Exactement. Vous avez des patins à roulettes, vous me disiez. Puis aussi, mais à la limite, si vous voulez, une genre de marchette qui glisse que pour tenir votre ballon. Ou quelqu'un que vous connaissez, à qui vous ayez confiance, tenir le bras. Et puis, hop, vous vous lancez. OK. Moi, j'ai pas de... On a lancé l'appel pour quelqu'un qui est assez gentil, qui veut m'offrir des patins. Mais si j'en trouve pas, est-ce que je peux Excellente question. Oui, il y a une offre de service pour location de patins à 3 endroits, à Rideau, à la 5e Avenue et au Lac-d'Or. D'accord. Et puis, c'est accessible à tout le monde, comme je veux dire, pour les prix. C'est pour combien d'heures est-ce qu'on le prend? Il me semble qu'on peut louer ça pour la journée ou pour une demi-journée. Et puis, évidemment, c'est accessible à tous. Il y a différentes grandeurs. Puis, il y a aussi des casques protecteurs qui l'offrent. Super. La question fatidique. Je sais que Dame Météo nous fait des tours, mais est-ce que vous pouvez estimer un peu la date à laquelle on pourra commencer tout ça? Est-ce juste estimer? Bien, si Père Noël, il voudrait nous faire... Père Noël le veut! Nous faire un cadeau précipité... Qui sait si la température se maintient à partir de la mi-décembre? Qui sait, on pourrait peut-être opter pour avant le 1er janvier, sinon en début janvier. Donc, on croise les doigts, c'est bien ça? On se croise les doigts, puis on s'en parlera mi-janvier, mi-décembre, fin décembre, on verra. OK, bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, moi, je vous invite à visiter le site web qui s'affiche à l'écran pour avoir toutes les informations, surtout pour savoir exactement quand est-ce que ça ouvre pour la patinoire, parce que à vos patins, on va s'amuser beaucoup. Alors, on prend une toute petite pause et juste après la pause, Nathalie Coutou est revenue de Rome et elle nous parle de tout ce qui s'est passé. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nathalie Coutou, bien arrivée à toi. Merci. Quand est-ce que tu es revenue? La semaine passée. Tu étais allée pour combien de jours à Rome? 1 semaine. Wow! 7 jours pleins. Wow! T'as pas chômé, hein? Non.
Il y avait beaucoup de travail, j'ai vu les photos. Hein. Alors, on va rappeler aux gens pourquoi tu étais partie. Oui. En fait, j'ai reçu une invitation de la responsable de l'exposition qui, elle, est présidente du GIAM. C'est une aquarelliste. Son nom, c'est Loretta Gianetti. OK. Et puis, elle a une maison en Italie, puis elle habite à Montréal aussi. Mais depuis, comment ça s'est passé? Il faut donner un peu de contexte. OK. Hein, parce que moi, j'aime les histoires. Et tout ça, je suis comme, OK. Mais par un ami commun qui s'appelle Serge, ils ont travaillé ensemble. Il y a toutes des belles synchronicités de la vie. Donc, Serge Charbonneau, qui est un ami de ma personne aussi, me disait que j'ai une amie en Italie, elle organise des retraites artistiques. On peut aller chez elle pendant une semaine, pas dans sa maison, mais elle va offrir un espace artistique où est-ce qu'on peut aller vivre une retraite puis peindre, apprendre à faire l'aquarelle. Donc ça, c'est il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années, je recevais à chaque année un courriel de cette étrangère qui s'appelle Loretta Gianetti. Puis ça arrivait de l'Italie, puis j'étais comme « une retraite artistique en Italie? Oui! » Alors... C'est pour ça que tu es toute en bleu, là. Oui, parce que j'ai les blues de l'Italie déjà. Et puis, comment ça s'est passé, le contact avec Loretta? Bien, en fait, c'est ça. Elle était pour l'Association des aquarellistes de Rome. Wow. Elle organisait le volet d'une représentation d'une présence autochtone en Italie pour l'exposition. Wow. Donc, ce que l'association voulait faire, c'était d'avoir 3 différents pays représentés pour honorer la culture puis la diversité au niveau des arts, mais aussi créer un lien entre comme la présidente de l'organisation des aquarellistes disait, c'est que l'art est comme l'ADN de toute une culture. De toute une culture. Et que c'est aussi un lien en commun. Et puis, à travers l'aquarelle, on va rentrer dans ce lien commun-là. Donc, il y avait, dans cette exposition-là, 3 pays représentés. Donc, toi, tu étais là. Il y avait quel autre pays? Il y avait le Canada autochtone, métis et inuit. Il y avait la Hollande. Et puis l'Italie qui nous recevait. Donc, si tu veux, moi j'étais tellement énervée. Puis, ce qui était très particulier, c'est que Loretta a cherché pendant des mois des aquarellistes autochtones, métis et inuits. Du Canada? Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Elle est vraiment rentrée dans une recherche très exhaustive à travers provinces, puis... Je veux bien voir, tu nous as apporté des photos, je veux bien savoir c'est laquelle, Loretta? Loretta, c'est celle de gauche ici. OK. Alors, Loretta Gianetti, qui est enseignante aquarelliste. Après ça, c'est Anna Keswick-Harper. C'est ma fille. Elle est belle. J'étais comme ça, wow! Je l'avais jamais rencontrée. Donc, elle, c'était l'artiste de la relève. Alors, elle a, du haut de ses 22 ans, elle exposait à côté de Alex Janvier, qui n'est pas sur la photo présentement. Ensuite, c'est moi avec... avec ta belle tenue. Ma tenue de... C'est mon art portable, n'est-ce pas? Et puis ensuite, c'est l'ambassadrice du Canada en Italie qui, elle, porte un foulard... de la collection d'Alex Janvier, ainsi que son mari. Et puis, on a vraiment participé au vernissage avec une cérémonie d'ouverture. Oui. Ça a été très touchant parce qu'on a emmené nos tambours, on a exprimé la différence, puis on est vraiment rentré dans quelque chose où c'est ça. Ça nous emmène plus haut parce que tu m'as fait du tambour ici, là, ça élève l'esprit, en fait. Puis c'est assez extraordinaire parce qu'arriver en Italie, sur des civilisations anciennes, mais qui ont été complètement, une après l'autre, enterrées, puis on en bâtit une autre par-dessus. Oui. Une nouvelle civilisation, on enterre tout, on rebâtit par-dessus. Fait que pour nous, de marcher là à travers les ruines, les tuiles, la beauté des choses, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Ouais. On a vraiment vécu des émotions assez particulières. Puis on pouvait... Loretta connaît l'Italie comme son ADN aussi. Et donc, elle nous a amenés marcher dans les rues, on pouvait sentir, Dans quelle ville est-ce que vous étiez? On était à Rome. À Rome. Vous n'avez pas fait d'autres villes? Non? D'autres villes? Non, parce que, attends, Rome, je pense que j'y resterais au moins un mois sans... Une lune complète pour peindre, pour dessiner. C'est extraordinaire. Elle nous amène... On est dans une rue, pour ceux qui sont allés à Rome. On arrive, puis à un moment donné... on voyager, je suis jamais allée, vas-y. Mais on a voulu particulièrement s'y perdre pour explorer, puis pour vraiment... T'es sur un boulevard
qui est comme très occupée. Et puis ensuite, tu as une petite rue qui a l'air de rien. Puis finalement, cette petite rue-là est sinueuse. Puis elle t'amène vers une piazza avec des obélix et puis des fontaines de Bernini, puis toutes sortes de choses qui sont absolument magnifiques. Donc, c'est sûr qu'on est allé voir la fontaine de Trévi. Oui. On y a jeté des souhaits, là. Moi, j'ai prié pour ceux que j'aime, pour envoyer l'amour, la santé. C'était comme... Oh, cute. Oh, oui. Donc, est-ce que tu as travaillé là-bas, tu as peint là-bas? En fait, on allait présenter l'exposition avec des artistes... du pays ici. Oui. Il y avait ma personne et ma fille qui sont venues. Puis l'attachée des communications d'Alex Janvier. D'accord. Elle était là, elle s'appelle Diane Chaperon-Laure. Puis elle est fantastique. Et puis elle nous expliquait, c'est elle ici au milieu, on la voit. Elle est extraordinaire. Elle a un dynamisme et puis des connaissances. Et donc, en arrière d'elle, c'est les œuvres d'Alex Janvier. Oh. Et puis, elle pouvait... on a eu en premier lieu, on a fait le vernissage, on a ouvert la cérémonie, on a participé sur l'importance de créer des liens au niveau de la culture, du patrimoine. Ouais. Et puis, en tant que femme inspirée, tu sais, de voyager, d'aller chercher cette réalité-là qui nous unit, puis de la célébrer. Et puis ensuite, quand on a le lendemain, on avait tous les artistes qui étaient invités à un genre de panélistes, un panel. Oui, pour juste partager des idées et tout ça. Donc, Diane, elle, qui représentait Alex Janvier, avait amené une espèce de beau gros livre sur l'œuvre d'Alex Janvier. Puis pour nous mettre un peu dans le contexte, pour ceux qui connaissent Alex Janvier, il est quand même assez extraordinaire. Ceux qui ne le connaissent pas peuvent aller rencontrer au Musée canadien de l'histoire l'Étoile du matin, qui est le dôme qu'il a fait il y a plusieurs décennies. Mais c'est vraiment un icône. C'est le fruit de son œuvre qui nous permet de rentrer dans son univers très éducatif sur la réalité des Autochtones au Canada, puis ce qu'il a vécu au niveau des écoles résidentielles, la résilience. C'est quand même assez touchant. Puis c'est d'exposer dans une place avec lui. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'aurais aimé ça. Oh, mais t'as des larmes dans les yeux. Ben oui, mais non, parce qu'il n'a pas pu se rendre, malheureusement, avec sa femme. Ça. Mais quand même, son esprit était là, puis c'était... On espère que l'exposition puisse venir à Montréal. Oui, OK. Oui. Alors, ça, c'est les œuvres que tu nous ramènes de là-bas? Non, en fait, c'est les œuvres que j'ai faites pour aller là-bas. Pour aller là-bas. OK, on en parle juste après la pause. Restez avec moi pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je n'ai plus rien à dire. J'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Nathalie va nous présenter les œuvres qu'elle a amenées à Rome qui ont ébloui les personnes là-bas. Ah oui, mais au début, je trouve ça tellement beau. Merci. C'était pour moi, quand j'ai vu les noms qui s'additionnaient sur qui allait participer, tu sais, en tant qu'artiste, tu dis « Oh! » Ça stresse toujours. Oui, il y a quelque chose. Fait que là, je m'étais dit « OK, pour rester moi-même,
Il ne faut pas que j'aille voir qu'est-ce qu'eux ont fait. Hein? Sois toi. Il faut pas que je regarde tout de suite. Il faut que je rentre en retraite, que j'aille à l'intérieur de moi puiser l'inspiration. Alors, j'ai voulu présenter mon patrimoine d'enfance. OK. Pour aller en Italie, j'avais besoin d'amener une présence de mon enfance. Et quand j'étais petite, mon enfance était avec 2500 malamutes et huskies. Mon papa élevait les chiens de traîneau. D'accord. Et puis ça, c'était ce qu'on a vécu tout petit. Et puis je m'étais dit, quand on faisait des représentations publiques, mon père nous invitait à aller s'asseoir sur le gros malamute pour montrer à quel point c'était un toutou pour les enfants, puis un protecteur. Fait que je m'étais dit, bon, allez, je me lance là-dedans. Comme ça, je vais emmener des racines de mon enfance, tu vois, qui se promènent entre les étapes de la vie. Puis ensuite, j'ai voulu emmener une autre œuvre qui célèbre la diversité, que j'avais faite en 2013 en Europe, puisque mon papa est français et européen. Vous savez, quand j'ouvre la boutique Kewa, à chaque fois que les gens rentrent chez nous, puis on les reçoit sur un territoire algonquin cédé, mais de façon plus poétique, on peut rentrer dans l'histoire de la création, on les reçoit sur l'île Tortue. Et puis ma relation, moi, avec cette île Tortue-là, c'est de dire, oui, mais, et s'il y avait sur l'île Tortue la forêt, la faune et la flore qui a poussé. C'est ça que tu as représenté là. Hein? Mais qu'en France, dans le village de mon père, il y a un arbre qui fait partie de la même forêt, mais il y a une autre île Tortue. Et puis ici, il y a une femme poisson qui s'en va ensemencer un nouveau monde de connaissances, comment l'importance de la multiculturalisation, je faisais même pas un mot, en tout cas, l'importance de célébrer la différence. C'est tellement beau. Moi, je n'aurais pas compris ça comme ça, mais c'est juste beau. J'aurais plutôt compris que, voilà, ça serait peut-être de l'eau, juste là en bas, avec une sirène qui passe par là, et puis juste la forêt à côté. C'est tout, ouais. Mais toi, tu vas chercher quelque chose, hein? Oh mon Dieu, oui, en dessous des civilisations de mon ADN. Et puis donc, pour celle-ci, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était une forêt de saules pleureurs dans le village de mon papa. Et je ne savais pas. À l'intérieur, ici, j'avais un petit clandestin. J'étais enceinte de notre dernier bébé. Alors, ça fait déjà 4 ans. Puis je m'étais dit, pour m'accompagner à Rome... Toi, tu viens. Elle vient avec nous. Après ça, il y a la nouvelle qui célèbre mon enfance. Et puis l'autre, c'est mon nom d'esprit. Alors, ici, j'ai reçu dans ma communauté un nom d'esprit. Je la place comme ça? Oui, bien voilà, il y a un bison ici, puis il y en a un autre là. Ah oui, j'arrive à le voir. Oui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un hommage à l'esprit. Tu sais, quand on est... Moi, je suis née un enfant métissé dans une culture québécoise avec un héritage autochtone Mi'kmaq. Bon. Hein? C'est quelque chose. OK, tu viens de loin. C'est beaucoup de cultures que tu dois rassembler pour sortir. Mais moi, j'aime. Je suis un pont. Et puis, dans ma nature, j'aime lier les gens, j'aime créer des liens. Et là, ici, à travers mon travail dans le village, on m'a donné le nom de femme bison parce que le bison protège son troupeau. Et puis là, ici, c'est vraiment un hommage à la réalité d'être ce bison fort, lié à l'utérus de la terre, dans l'esprit de toute sa lignée ancestrale. Puis là, je me laisse aller, là. Là, il y a le flot, il y a tout ce qui est l'eau, il y a tout ce qui est bleu. Puis aujourd'hui, j'ai les blues. Oui, franchement, combien de temps ça t'a pris pour faire ça? Oh là là! L'avantage de l'aquarelle, c'est que ça sèche vite. Donc, ça m'a suivi partout, pour plusieurs journées. Donc, ça vient pas du coup comme ça, hein? Ça pourrait, dans des conditions idéales, mais vu que ma vie est très... On adapte, hein, puis on est dans le service touristique, il faut pouvoir avoir cette réalité-là de création à chaque moment. Fait que tout ça, Rome, pour moi, j'ai dit à Loretta, son petit courriel que je recevais là, à chaque année, ça a été extraordinaire parce qu'il a mis une semence en moi de un jour, j'irai en Italie. Mais jamais j'aurais pensé être avec elle en Italie. Bien, c'est fait. Et puis, elle donne des cours. Là, je veux recruter ma maman. Tous ceux qui veulent faire des cours, elle habite aussi à Montréal. Et puis, il y a moyen de s'organiser un petit groupe. Pour et aller, puis d'oser toucher aux couleurs. Puis, il y a une œuvre d'elle qu'elle a faite. Ça s'appelle L'Envol. C'est absolument magnifique parce que Loretta est italienne. Et puis, elle me racontait des belles choses au niveau de son enfance puis sa relation avec les arts. Et puis, quand elle a fait cette œuvre-là, je ne sais pas si on peut la voir. Sur la gauche ici. ou la droite? Sur la gauche.
Et puis, je vais bon, essayer de la montrer. le petit livre ne donne pas justice. Hein? Ok. L'œuvre est quand même assez présente. Et ce sont des plumes. Sur la gauche, OK, celle-là des plumes. Ici. Oui. Et donc, pour elle, c'était, comme elle était celle qui organisait l'événement, bien, elle avait aussi une place dans l'exposition. Puis, en dessinant une plume, elle allait chercher quelque chose qui était symbolique pour les deux peuples, si on veut. Parce que pour les Autochtones, la plume, c'est vraiment cet esprit de liberté. Ça représente le sacré quand on parle de l'aigle. Puis pour les Européens, ce qu'elle explique, c'est que la plume est ce qui nous a permis d'écrire. Oui. Et même de témoigner de certaines choses quand les premiers Européens sont venus ici. Fait que là, on veut sortir un petit peu des sentiers où on dit, OK, on a des liens en commun, puis on veut les célébrer. Moi, étant un bébé métissé, je ne peux pas faire autrement que... Et puis, à travers tout ça, je me dis, oh, je vous vois tous, là, je me dis, allez, on vous recrute. On continue après la pause. On revient tout de suite après la pause pour regarder Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est contagieux. Ne manquez pas le premier match de la série aller-retour, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous le vendredi 7 décembre, 19h30 sur TV Rogers. Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. De TV Rogers, Nathalie est encore avec moi et puis je pense que tu voulais dire merci. Oui. Oui. Bien, je voulais remercier l'organisation des aquarellistes de Rome, mais aussi les artistes autochtones et métis, Marianne Caballosé, Loretta, bon, qui est l'organisatrice, Phyllis Grant, Anna Kizik Harper, Alex Janvier. Le nom de ta fille apparaît pas? Oui, Anna Kizik, ici. D'accord. OK. OK. Il faudrait qu'on la reçoive aussi peut-être à l'émission parce que je pense qu'elle fait de plus belles offres que toi. C'est bon. C'est la relève. Oh, oui, c'est ça. Alors, toi, tu as des idées aussi cadeaux pour nous. Hein? C'est la fête bientôt. Oui, bien en fait, pour les gens en vous qui ont le goût de dessiner des choses, on a à la boutique des petites cartes d'un artiste de l'Ouest que vous pouvez dessiner vous-même pour offrir en cadeau pour Noël. En mettant de la petite musique d'un artiste local. Celui-là, c'est David Finkel. Il joue la musique, la flûte. 10 secondes. C'est très beau. Ou bien ben, de l'art portable, collection de même, moi, je vous invite aussi pour les belles œuvres qu'elle a là-bas, parce que c'est tellement beau, hein? Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, je vous invite à visiter sur Facebook Boutique Ewa pour vous approprier toutes ces idées cadeaux. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je me fais accepter très vite.
Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Regardez TV Rogers, Ottawa.